Et c'est le moment de passer à la session 5 des prévisions au bulletin météo, l'évolution du rôle du présentateur. Alors en fait, l'élaboration d'un bulletin météo diffusé à la télévision, ça passe par une collaboration entre à la fois le présentateur, journaliste, mais aussi les météorologues. Alors comment se prépare un bulletin météo? Quel est le rôle des présentateurs météo? Comment ce rôle évolue? Et quelles sont les différences entre les différentes chaînes de télévision? On va en parler avec des présentateurs météo et un météorologue. Et pour animer cette session, j'appelle Nicolas Lefriand. Alors, Nicolas Lefriand est météorologue à Weather Solutions et son rôle est justement d'élaborer les prévisions météo de France Télévisions et d'M6. C'est lui qui anime cette session avec Myriam Seurat, journaliste météo et climat à France Télévisions. Je l'appelle également. Alors Myriam est passée, elle est quelque part, on va voir si elle arrive. J'appelle également Jennifer Demey, journaliste météo à M6. Ah, Myriam est là. Vas-y. Et j'appelle aussi Marc Hay, journaliste météo à BFM TV. C'est à vous. Merci. Installez-vous, faites comme chez vous. Bonjour à tous. Alors oui, bon, comme vous l'a dit Karine, donc je suis Nicolas Lefriand, je suis météorologue chez Weather Solutions. Ça fait plus de 25 ans que j'exerce ce formidable métier de la prévision météo. Alors l'avantage de la prévision météo, c'est que c'est très large, c'est-à-dire que j'ai appris dans la météo marine et maintenant je fais plutôt de la météo pour les médias, mais ça n'empêche pas de flirter sur pas mal d'autres sujets météorologiques, que sont par exemple l'agriculture, sans faire de concurrence à Serge, bien évidemment, qui est nettement supérieur à moi. Hein, je ne suis pas docteur en agrométéorologie. Et donc, en fait, voilà, je fais depuis une dizaine d'années, on travaille avec France Télévisions et M6, et donc je suis en charge de faire les prévisions météorologiques, les cartes, les briefings, les formations, bref... toute la partie que personne ne voit finalement, hein, les personnes de l'ombre, et puis derrière, vous avez Myriam, vous avez Marc, vous avez Jennifer, bref, tous les présentateurs qui sont là pour vulgariser la présentation météo et vous donner le temps qu'il fera au cours des prochains jours. Donc, j'ai parmi moi Myriam qui, on ne la présente plus, sur France Télévisions. Tu fais également des remplacements avec Météo à la carte, avec Laurent Romeshko qui aurait dû être là aujourd'hui, mais malheureusement qui a eu un empêchement. Et puis Marc Hay aussi, qui est donc sur BFM depuis quelques années maintenant. Je crois qu'on demande... Je vais m'asseoir. Voilà. Merci. J'aime bien quand je présente, regarder tout le monde dans les yeux, c'est plus, je trouve ça plus intéressant. Voilà, donc on va parler de 3 thèmes bien distincts au cours de cette dernière session, cette session numéro 5, c'est-à-dire l'histoire du bulletin météorologique, l'évolution du bulletin météorologique, puisque dans ce contexte de réchauffement climatique, évidemment, le bulletin météo devient un peu bulletin météo-climat, et vous l'avez pu le constater sur France Télévisions, depuis maintenant plus d'1 an, le bulletin météo devient un journal météo-climat, où on n'aborde pas que le temps qu'il va faire, c'est-à-dire les vêtements qu'on va mettre demain, si on prend le parapluie. Bon, en ce moment, le parapluie, c'est tous les jours. Mais globalement, on met en exergue ce changement climatique, les prévisions météo en lien avec le changement climatique. Comme disait David il y a quelques minutes, est-ce que, et les journalistes nous le demandent régulièrement, est-ce que l'événement météorologique extrême qui vient de se passer, comme par exemple les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais, les orages, est-ce que c'est toujours en lien avec le changement climatique? Moi, personnellement, à chaque fois on me pose cette question-là, je vais vous dire, je n'en sais rien, puisqu'il faut faire des études, il y a un retour d'expérience. Mais globalement, il y a certaines choses, comme par exemple les canicules, qui sont quand même un facteur très net du changement climatique, puisque quand on bat des records de chaleur, on ne les bat pas de 0,1 ou 0,2 degrés, on les bat carrément de 3-4 degrés.
Donc on explose les records. Donc il y a du changement climatique. Et donc maintenant, dans les médias, il est très intéressant de mettre en exergue le lien entre la météo et l'évolution du climat, ce que fait très bien maintenant France Télévisions dans la météo sur France 2 et France 3. Ce que nous faisons aussi, mais, Ah oui, non, mais... pas dans le cadre du bulletin météo classique, mais pour nous dans les journaux, puisqu'on a le bulletin météo qui revient toutes les 30 minutes, donc c'est vrai que c'est compliqué de faire ça toutes les 30 minutes, mais par contre, sur des moments précis, à l'intérieur des journaux, on fait aussi les mêmes choses. Exactement. C'est l'avantage du direct également, oui. C'est de pouvoir réagir à l'immédiat, c'est-à-dire que quand il y a un phénomène qui arrive, hop, tout de suite, effectivement, l'avantage des chaînes info, c'est qu'on peut réagir et évoluer et changer tout de suite son discours en faisant du temps réel. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a deux bulletins météo climato différents, c'est-à-dire il y a vraiment le facteur pédagogie sur France 2, France 3, en expliquant certains phénomènes, en invitant des climatologues, pourquoi pas des sociologues, etc., qui peuvent expliquer ce genre de phénomène. Et puis dans les directs, les chaînes info, que ce soit LCI, BFM ou CNews, eh bien là en direct, surtout les matinales, parce que c'est souvent là les directs, ça permet tout de suite de dire oui, il y a eu un orage violent ou il y a un orage violent à l'heure actuelle, je vais vous expliquer la situation et pourquoi et qu'est-ce qui va se passer tout de suite. Ça, c'est quand même l'avantage. On ne reste pas sur le bulletin météo de la veille en expliquant il va y avoir des orages. Si, il y en a des orages. Et Marc le fait très très bien, et Karine également, sur vos chaînes d'infos. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous remercier toutes et tous, parce qu'il y a quand même beaucoup d'experts, de passionnés, qui sont très présents sur les réseaux sociaux. Et moi, je voulais vous dire que si on arrive à faire aujourd'hui ce qu'on fait dans les chaînes d'infos ou sur France 2 ou sur les autres chaînes, c'est un peu grâce à vous, parce que vous êtes un peu nos témoins sur le terrain. Et vous faites remonter beaucoup d'informations, on utilise beaucoup ce que vous diffusez. Et pour le coup, rien que pour ça, c'est vraiment important que vous soyez là et qu'on puisse vous rencontrer. Enfin, je pense à Infoclimat, je pense à Météo Bretagne, je pense à Association Météo Centre. Et après, je vois vos visages. Alors pour certains, je vois les noms. Kéronos aussi, je vois les noms sur X, ex-Twitter, Météo Orage. Et c'est vrai que pour le coup... on vous suit vraiment, vraiment vous, et pour le coup, ça nous aide vraiment au quotidien. Donc ça, c'est vraiment utile. Continuez, parce que ça nous file un gros coup de main. C'est vrai. Moi, je fais la météo depuis 20 ans maintenant. Donc c'est vrai que j'ai eu le temps, sur 20 ans, de voir la météo évoluer parallèlement au changement climatique qui s'installe de plus en plus chez nous. Nous, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans même, on avait déjà commencé une première approche d'évolution du bulletin météo qu'on avait déjà appelé le journal météo, dans lequel on avait inclus des décryptages météo avec mes collègues, notamment Virginie Hilson, il y a Fabienne Amiac qui est là, il y avait aussi Chloé Nabédian à l'époque, qui constituait donc cette équipe de team météo sur France Télévisions. Nos bulletins, c'est vrai que déjà, donc, il y a 6-7 ans de ça, on avait commencé donc à mettre des décryptages pour expliquer des phénomènes météo tout simples. Et ensuite, on a pu également mettre des vidéos. Des vidéos, en fait, qu'on pouvait retrouver dans les JT, mais nous, avec notre expertise de journaliste météo, on pouvait utiliser ces images, mais apporter des informations météo. Donc, c'était vraiment traité sous un autre angle. Et alors, c'est vrai que le problème du bulletin météo, c'est la durée. Donc ça, la durée, on ne la choisit pas. Donc parfois, c'est vrai qu'il est difficile pour nous de pouvoir s'étendre sur certains sujets en raison donc de la durée aussi des bulletins météo. Depuis 1 an et demi, on a effectivement le journal météo qui s'est transformé en journal météo climat. Donc on a gardé toute la partie météo en premier, et en deuxième partie, effectivement, on fait appel à des experts et on peut avoir des reportages, notamment dans le journal météo climat de France 3, parce qu'il est plus long que celui de France 2. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est vraiment, là au moins, tu peux avoir 5-6 minutes. Et là, vraiment, on peut vraiment rentrer, faire de la pédagogie. Et ça, c'est quand même très important d'avoir du temps. Parce que c'est vrai que quand on fait du direct, Marc, tu me le diras, moi j'ai fait de la radio, souvent quand on fait de la météo, on dit bon, tu as 30 secondes, ça dépend des pubs, ça dépend des invités. Et c'est vrai que c'est difficile de faire de la pédagogie quand tu as 40 secondes pour expliquer le temps qu'il va faire dans 2 jours, mais les gens ils veulent savoir tout de suite, mais le truc important c'est dans 2 jours.
Et c'est vrai que ça peut être frustrant, je pense. Oui, c'est vrai qu'en termes de temps, alors nous, on n'est pas sur du 5-6 minutes, on est plutôt sur une 30, une 45, mais c'est un rendez-vous qui revient toutes les 30 minutes. Et puis ensuite, on a dans les journaux, oui, là pour le coup, des espaces qui sont dédiés où là, on va plutôt avoir 2-3 minutes. Donc déjà, on a plus de temps. Et puis vraiment, quand on est sur les inondations dans le Pas-de-Calais ou ce qui s'est passé dernièrement en région Grand Est, là, pour le coup, on peut partir sur une page spéciale de 15-20 minutes. Alors, on n'est pas seul, il y a plusieurs invités. Mais globalement, on a du temps pour revenir sur tous ces événements. Et juste pour préciser, toi, ça fait 20 ans. Moi, ça va faire 10 ans au mois de juillet à BFM. Voilà. Mais toi aussi. Non, tout à l'heure, tu faisais référence à Météo à la carte. Moi, j'ai la chance de remplacer Laurent Romeshko sur le programme de Météo à la carte, qui est une émission quotidienne qui est diffusée donc du lundi au vendredi sur France 3 à je ne sais pas à quelle heure. Pourtant, nous sommes en direct. Hein. Alors, je crois que c'est à 13h. J'ai un doute. C'est 13h. Merci. Et en fait, l'émission Météo à la carte, c'est une émission qui est plutôt feel good. Et la deuxième partie de l'émission, il y a un long bulletin météo qui fait entre 7 à 8 minutes, donc en direct. Mais ce bulletin météo est aussi accompagné dans cette partie-là de l'émission de reportages pour sensibiliser à l'environnement, à la biodiversité. On traite aussi d'actu météo. Donc l'actu météo, ça peut être effectivement des pluies diluviennes, des inondations. Donc il y a toute cette partie-là de Météo à la carte, donc qui est la deuxième partie de l'émission, qui est assez chouette. On apprend, on voyage. Les reportages sont assez longs. On peut avoir un reportage entre 8 et 11 minutes. Et c'est une sensibilisation douce, en fait, au changement climatique aussi à travers des portraits. On peut aller au pic du Midi et dans les reportages, on rencontre aussi des experts qui, eux, sont sur le terrain. Et cette partie-là aussi de Météo à la carte est très sympa à regarder si jamais vous tombez sur Météo à la carte. Je vous invite à regarder cette partie-là de l'émission, en tout cas si vous êtes sensibilisé à la météo et au changement climatique. Et juste pour compléter, c'est vrai qu'on sensibilise sur ce qui se passe en France, mais pas que. On a aussi un regard à l'international. Dernièrement, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le glissement de terrain, les tornades aux États-Unis, les inondations au Brésil. Les 47 degrés en Inde. Voilà, la chaleur en Andalousie, au cercle polaire. Donc on essaie vraiment d'avoir une vue globale, parce que ça ne se passe pas uniquement qu'à l'échelle de la France, ça se passe vraiment partout sur la planète. Donc ça, c'est aussi important. Et globalement, il y a une demande. Donc, pour le coup, on essaie d'être au rendez-vous. Oui, voilà. Puis c'est de savoir réellement, de dire ce qui se passe ailleurs et d'expliquer pourquoi aussi ces phénomènes se passent ailleurs. Et c'est vrai que là, on dit qu'en France, en ce moment, il fait pas beau. Alors, j'aime pas cette expression, mais il fait gris, il pleut. Mais vous voyez, il y a 2 jours, même hier, il faisait 40 degrés en Andalousie. L'Andalousie, c'est pas si loin que ça. Donc ça veut dire qu'il suffit que les systèmes météo se décalent un tout petit peu, on aurait pu avoir un gros coup de chaleur. Voilà, donc ça se joue à très peu de choses, mais c'est bien aussi d'expliquer ce genre de phénomène, et c'est ce qu'on fait très bien maintenant. Donc c'est pour ça que le lien entre la météo et la climatologie sont très très importants, surtout maintenant, pour faire, je répète, mais ça c'est de la pédagogie, pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Et comment dirais-je, ne le subissent pas ces phénomènes, qui puissent comprendre pourquoi là, depuis octobre, il pleut régulièrement, alors que pendant 2 ans, on parlait que de sécheresse. Là, on n'en parle plus de sécheresse, à part peut-être encore une partie des Pyrénées-Orientales, mais en France, voilà, tout va bien de ce côté-là. Mais finalement, pourquoi il pleut? D'accord? Et maintenant, c'est vrai que les gens disent, oui, mais on en a marre de ce temps-là, on n'a jamais vu ça. Bon, je pense que ça, le terme, j'ai jamais vu ça, on l'entend souvent en longueur de journée. Et il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous les crues de la Seine en 2016, au mois de juin, on était en vigilance rouge, et c'est un mois de juin, donc comme quoi ça arrive régulièrement. Et le changement climatique ne fait pas que c'est parce qu'on est dans un réchauffement qui fera toujours plus chaud tous les ans. Il peut y avoir des intermèdes, mais c'est vrai que sur la longueur, il fait de plus en plus chaud. Alors, on va aborder le premier thème. D'ailleurs, je voulais quand même présenter Jennifer, quand même. Quand même. Bonjour à tous. Excusez-moi du retard. Donc, Myriam, ça fait 20 ans. Marc, ça fait 10 ans. Ouais, 10 et Jennifer 8. Voilà, donc ça fait une progression. Donc, comme on va parler de l'historique du bulletin météorologique, parce que le bulletin météorologique, c'est quoi? Non, mais j'étais pas née, hein. Me regarde pas.
Non, mais qu'est-ce qu'un bulletin météorologique? Parce que c'est vrai que quand on parle au grand public, bon, oui, on a vu le bulletin à la météo, le bulletin météo à la télé, c'est 3 minutes, voilà. Mais on ne s'imagine pas le temps qu'il y a à faire, le temps derrière, le travail qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que, par exemple, pour ma part, pour faire Télématin, je fais les bulletins pour Télématin, donc on réactualise les cartes, on fait de la frontologie, on fait des briefings, c'est 2h30 de travail en amont. 2h30 pour 30 secondes, 1 minute de direct toutes les 20 minutes. Tu arrives à quelle heure le matin, du coup? Alors, j'arrive pas puisque je suis chez moi. Je change de pièce, mais je commence à 2h30 du matin. On fait le brief à 5h du matin. Donc, voilà. Donc, tout est réactualisé. Par contre, toutes les cartes sont réactualisées. Donc, ce qui permet d'avoir une météo fraîche, si je puis dire, avec les dernières informations, s'il s'est passé quelque chose dans la nuit, etc. Donc, ça, c'est quand même très important de comprendre cette évolution. Et donc l'évolution du bulletin météo à l'antenne, que ce soit sur les radios ou à la télé, ou dans la presse écrite, souvenez-vous quand même que jusqu'avant les smartphones, avant l'ère d'Internet, il n'y avait que ces 3 moyens de communication pour connaître la météo. Chacun n'avait pas des informations, des modèles météorologiques, on ne pouvait pas faire sa propre météo, et surtout on n'avait pas d'application météorologique. D'accord? Donc maintenant, on dit, tout le monde a accès à la météo, mais le bulletin météo, lui, en tant que tel, résiste. Et pour moi, il résistera, parce qu'on le fait évoluer. Et ça, je trouve que c'est très important. Et là, les médias commencent à bien l'intégrer. Et notre boulot, parce que c'est un boulot d'équipe, chacun a sa part de travail, on fait vraiment un boulot d'équipe. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on c'est fluide et on arrive à bien communiquer. Et comme disait Sophie Roland tout à l'heure, il faut travailler également sur le cercle des journalistes qui ne sont pas dans le journalisme météo, mais qui vous posent toujours cette question, alors cet orage, c'est le changement climatique, enfin tout est changement climatique. Alors des fois, il faut faire de la pédagogie justement pour expliquer oui, non. Et donc Jennifer, oui, pardon. Non, après j'allais dire qu'effectivement les bulletins météo ont aussi évolué en fonction de l'évolution des technologies. Exactement. Pour récolter aussi les données météo. Donc, il y a ça aussi, parce que tout ça, c'est en parallèle. Exactement. Voilà. Parce que maintenant, avec Météo Earth, par exemple, que tu peux aussi utiliser sur BFM, puisque vous utilisez tous les 3 la même technologie, avec Weather Presenter, vous pouvez intégrer un modèle pour montrer les sens du vent, les précipitations, etc. L'image est très importante pour expliquer les choses. Mais je crois aussi que les bulletins météo à la télé ont changé parce qu'ils évoluent aussi en même temps que les phénomènes météo évoluent année après année. C'est-à-dire que lorsqu'on a vu la canicule de 2003, puis les crues, puis tous ces phénomènes, les 46 degrés à Vérargues dans l'Hérault, tout ça nous pousse aussi à faire évoluer nos bulletins météo parce qu'on voit très bien qu'on est entré dans une sphère qui en effet est de plus en plus problématique en termes de météo. Globalement, je pense que ça s'emballe. J'en discutais ce midi avec quelques-uns d'entre vous, c'est que normalement, un changement climatique à l'échelle humaine, on ne s'en rend pas compte. Ça prend 100, 150 ans. Donc on n'a pas le temps de voir un changement climatique. Là, quand même, moi, ça fait plus de 40 ans que je suis vraiment les 2 pieds, les 2 mains, la tête dans la météo, et je vois une évolution de la météo. C'est quand même indéniable. Donc voir un changement climatique à l'échelle vraiment d'une génération, c'est quand même assez important. Donc quand il y a des climato-sceptiques qui disent non, la Terre ne se réchauffe pas, quand on voit les graphiques, c'est quand même assez exponentiel. Et je ne reviens pas sur les records de chaleur. Parce que quand on bat des records de chaleur, c'est 4 degrés. Quand on bat un record de froid, c'est 0,2 degrés. Mais surtout, au quotidien, on a l'impression de commenter uniquement que des records de chaleur. On ne commente quasiment plus aucun record de froid. On parle que de records de chaleur, de records de pluviométrie. On l'a dit tout à l'heure, plus 1 degré, 7% de pluie. Donc on est vraiment constamment dans cette idée de météo extrême, de records. Et même lorsqu'on a la sensation d'avoir un mois de mai entre guillemets pourri, on s'aperçoit à la fin du mois qu'on est légèrement au-dessus de la normale de saison pour un mois de mai. Donc c'est vrai que c'est un ressenti. En fait, c'est le ressenti parce qu'il y a de l'humidité. Et puis surtout depuis le mois d'octobre, je disais tout à l'heure, on est dans de l'humidité avec un manque de luminosité. Donc c'est ça en fait qui donne un ressenti maussade de la météo, mais on est toujours au-dessus des normales. Ça fait 28e mois consécutif où on est au-dessus des normales. 28 mois, c'est quand même assez considérable.
Donc, tout à l'heure, quand je disais que ça faisait 20 ans que je faisais la météo, c'est pas pour me faire mousser. C'est juste que quand j'ai commencé la météo, les premières années, j'étais pas confrontée à certains phénomènes météo qui se reproduisent ces dernières années, chaque année. Et c'est vrai que nous, on est aux premières loges, on est un petit peu... parce qu'on a tendance à avoir... comment dirais-je, à oublier très vite les choses. Est-ce que tu te souviens, enfin toi tu es la mauvaise personne, mais est-ce que vous vous souvenez du temps qu'il faisait au mois de mai l'année dernière? Donc on a tendance parfois à perdre la mémoire, mais c'est vrai que quand on vit les choses météo au quotidien, moi je me souviens pas avoir eu de canicule régulière il y a 20 ans. Les canicules, elles avaient lieu tous les 5 ans. Je schématise. Oui, voire même plus. Voilà. C'est mon fils. Je ne réponds pas. Excusez-moi. Mais voilà, et c'est vrai que le fait d'être aux premières loges de ces phénomènes météo extrêmes qui deviennent de plus en plus récurrents, c'est vrai que nous aussi, dans nos métiers, il a fallu qu'on s'adapte. Et moi, ma première adaptation, c'était en 2002, je ne sais plus, l'apparition, tu sais, des vigilances météo. Après la tempête de 99, Météo France aussi a fallu, Météo France a dû s'adapter, tout simplement, en mettant en place ces vigilances, parce que comme en France, on est dans un climat plutôt tempéré, on n'a pas du tout la culture de l'alerte comme il en existe dans certains pays. Et donc, il y a ces vigilances qui sont apparues effectivement après la canicule les tempêtes de 99. Et là, du coup, nous, on a amorcé aussi une nouvelle manière de présenter les bulletins météo. Parce que tout d'un coup, il y a un phénomène qu'il fallait qu'on mette en exergue et qu'il fallait qu'on explique aux gens et surtout qu'on alerte, si c'était possible, d'alerter 2-3 jours avant, quand le phénomène météo était possible, pour prévenir la population afin qu'elle s'organise, pour éviter effectivement les accidents. Et pour moi, pour ma part, ça a été la première amorce du changement de la présentation de la météo, parce que là on a vraiment pris conscience que le bulletin météo n'était pas juste un bulletin météo, mais que c'était très important aussi pour préserver les populations. D'ailleurs, la carte de vigilance a beaucoup évolué depuis. On a rajouté des paramètres. Maintenant, il y a les pluies, les crues, grand froid, canicule. On part maintenant sur une carte J0, J+1, même si ça ne marche pas toujours. C'est un peu compliqué parfois à comprendre. Oui. La carte pour les prochains jours aussi, qui permet, grand quart nord-ouest, nord-est, de mettre un pourcentage. C'est sans doute encore perfectible, mais c'est vrai qu'avec les crues, ça pose aussi problème, parce que parfois on a un cours d'eau et ça met tout le département en rouge pendant 15 jours. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas figé, que plus maintenant le système FR Alert qui marche bien, qui fonctionne plutôt bien, ça évolue dans le bon sens. C'est important, comme tu disais, la culture du risque en France, on l'a pas, on n'a pas de pédagogie, on n'a pas d'éducation. Je vois par exemple à l'école, on ne parle pas beaucoup de phénomènes à risque. Quand on voit par exemple l'éducation japonaise, ils sont formés à tous les risques, les ouragans, les orages, les tsunamis, les tremblements de terre, ils savent ce que c'est. Ils savent tout de suite se mettre c'est pas encore ça, et malheureusement, moi j'ai suivi l'évolution scolaire de ma fille et j'ai jamais vu un thème sur le risque, et encore moins la météo ou le changement climatique. Ils ne connaissent pas encore leur département. Par contre, ils connaissent le PIB de tous les pays. Ça, c'est un autre problème. Mais voilà, c'est toujours de l'éducation. Et si on ne l'a pas dès le départ, pour expliquer ce changement climatique, normalement, ça doit être... Alors, si les parents sont au fait de ça, ils peuvent l'expliquer. Mais c'est vrai qu'à l'école, on pourrait aussi expliquer ce genre de phénomène sans y passer 5 heures toutes les semaines. Mais je pense que faire un peu de pédagogie, je mets souvent ce mot pédagogie, mais je trouve que c'est très très important, parce que je fais ça tous les jours. Quand je vous explique, quand je fais des briefings météo, j'explique pourquoi, c'est quoi ce phénomène, comment c'est arrivé, j'explique ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé et quelles sont les conséquences. Parce que si le présentateur météo répète ce que je dis sans l'avoir compris, comment voulez-vous qu'il l'explique au grand public et que le grand public comprenne?
Ça, c'est notre but et c'est pour ça qu'on fait un travail d'équipe à ce niveau-là. Après, je pense que ce qui est aussi important de souligner, et c'est peut-être une spécificité française, c'est vrai qu'en France, la météo est souvent présentée par des journalistes, mais je pense que ce sont des journalistes qui sont passionnés de météo et ça fait toute la différence. Parce que vous avez des gens qui ne sont pas passionnés et du coup, ils ne comprennent pas trop de quoi ils parlent. En France, globalement, les journalistes sont passionnés de météo et ils comprennent de quoi ils parlent. C'est sûr qu'ils ont besoin du soutien, de l'appui des prévisionnistes, de Météo France ou d'autres, mais en tout cas, globalement, on maîtrise le sujet et ça nous aide aussi à mieux aborder les phénomènes. C'est inévitable. il faut savoir, il faut comprendre ce qu'on raconte parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt. Il est impossible de présenter un bulletin météo sans comprendre ce qu'on dit. C'est impossible. Ou c'est très, très difficile. C'est impossible. Ouais, à moins d'être un robot, quoi. Mais je vois pas trop l'intérêt, quelque part. Donc, Non, mais sur l'éducation, etc., c'est vrai qu'il y a sans doute des progrès à faire. Alors moi, j'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas vous dire par rapport à l'école, mais on sent quand même globalement que on est quand même dans un virage, même au niveau des autorités. Enfin, on sent bien que voilà, le système FR Alert, alors c'est récent, mais on sent bien qu'on est là. Bon, même si c'est là où on est dans le côté un peu urgence. Mais après, bon, c'est vrai qu'on se repose peut-être beaucoup sur le présentateur pour faire un peu pour faire la prévention et tout, mais bon, il y a sans doute encore beaucoup de progrès à faire, mais on se rend compte quand même qu'on rentre dans une ère un peu de réchauffement climatique, etc., avec des températures de plus en plus extrêmes, des phénomènes météo de plus en plus graves. Et donc, pour le coup, on sent bien que voilà, on va devoir aussi y venir et de faire beaucoup plus de prévention, même si on a sans doute encore beaucoup de chemin à parcourir, mais globalement, je trouve que ça s'améliore, en termes de communication en tout cas. Oui, ben en tout cas, on essaie de faire tous ensemble le maximum de communication et c'est vrai que de former de plus en plus de monde. Il y a beaucoup d'associations. Vous prenez par exemple la Fresque du Climat, qui fait un travail assez important pour expliquer pourquoi le climat change à une vitesse fulgurante. Moi, j'y ai participé et je trouve ça super intéressant, super ludique. Et il faut mettre en avant toutes ces associations qui travaillent. Et puis nous, dès qu'on peut, dès qu'on a des occasions de faire de l'antenne, enfin vous avez l'occasion de faire de l'antenne, ou moi ça peut m'arriver aussi, c'est de faire un maximum et d'essayer d'expliquer et pas tout le temps d'être trop alarmiste non plus, quoi. Parce que des fois, c'est vrai qu'on nous demande de toujours dire voilà, on n'a jamais vu ça, c'est terrible, qu'est-ce qui va se passer, et puis ça sera encore pire la prochaine fois. Des fois, il faut tempérer un petit peu les choses en expliquant les phénomènes. Et c'est pour ça que les journalistes, au sens large, sont formés progressivement également sur le changement climatique pour qu'eux aussi comprennent que tout n'est pas changement climatique. C'est-à-dire des inondations, il y en a toujours eu, des orages, il y en a toujours eu, des tempêtes, il y en a toujours eu, mais les conséquences, évidemment, ne sont pas les mêmes. On voit bien que c'est de pire en pire. Après, il n'y a pas que la météo qui fait que les événements sont extrêmes ou catastrophiques. Ce n'est pas le débat dans cette session, mais c'est vrai que les aménagements urbains et ruraux ont une grosse conséquence sur les conséquences. Voilà, il n'y a plus de haies dans les campagnes, il y a trop de béton, dans les villes. Bon, l'eau, hein, elle ruisselle, hein, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'évolution du bulletin météorologique depuis les années 80, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qui vous a fait aimer la météo d'ailleurs? Parce que tu disais, Marc, à juste titre, que tu aimes ce que tu fais parce que tu aimes la météo. Qu'est-ce qui t'a fait aimer la météo? Pourquoi tu voulais être présentateur météo? Tu présentais pas le turf avant? Parce que j'étais gamin et que j'aimais la météo. Alors si vous voulez tout savoir, c'est parce que quand il neigeait, à l'époque c'était le bulletin météo de TF1, il y avait le petit numéro de téléphone qu'il fallait composer. Et quand mes parents dormaient, j'appelais le numéro de téléphone pour savoir s'il allait neiger dans ma ville. Donc je pense que c'est là où j'ai senti qu'il y avait un petit problème chez moi et que la météo c'était vraiment une passion. C'est venu comme ça. Après, globalement, oui, le bulletin météo, il évolue avec les années. C'est ce que je disais, mais il évolue en précision, il évolue en termes de graphisme, il évolue aussi en termes de contenu, mais il n'y a pas non plus... Je veux dire, il n'y a pas de... Et il évolue parce qu'on relie, quand on peut en tout cas, à cette notion de dérèglement climatique, de réchauffement climatique, mais en soi, il n'y a pas de transformation du jour au lendemain, en tout cas pas chez nous, je n'ai pas ce sentiment. Oui,
ça évolue doucement, mais sûrement. Enfin, ça évolue doucement, mais sûrement. Mais après, si, il y a des choses qui ont changé. Les zones qui évoluent entre le matin et l'après-midi. On est beaucoup plus précis maintenant sur les impacts de foudre, sur les précipitations, sur les radars discriminés, la neige. Enfin, tout ça, ça nous est utile, bien sûr, au quotidien, pour vraiment dire, OK, à tel endroit, il neige, à tel endroit. Enfin, le système APIC pour les précipitations extrêmement fortes, bien sûr qu'il y a des évolutions qui nous sont favorables. Ah bah c'est très utile pour expliquer, comme je disais tout à l'heure, l'image, les gens, ils ont besoin d'images, ils ont besoin de voir les choses. Parce que juste de leur dire, oui, il y a eu une grosse précipitation, c'est vrai que de montrer, je trouve ça très très important. Oui, et toi Myriam, la météo, depuis plus de 20 ans? Bah oui, moi je sais pas, j'ai toujours été passionnée par les nuages. Moi c'est les nuages. En revanche, quand je regardais des bulletins météo à la télé, je trouvais ça impossible à faire. Ça m'a fait flipper. Et puis après, j'ai fait un direct et puis c'était parti. Mais voilà. Donc, je ne pensais pas pouvoir passer de la passion à la réalité. C'était pas calculé, c'était le hasard de la vie. On t'a mis dans le grand bain et t'as nagé tout de suite. On m'a mis dans le grand bain en direct et c'était parti. Et ben voilà, ouais. C'est vraiment le grand bain. Mais après, l'évolution de la météo, c'est plein de choses. C'est l'évolution des mentalités. Encore une fois, c'est l'évolution des technologies pour récolter les données météo qui sont de plus en plus précises. C'est l'évolution des technologies aussi chez nous. Parce que moi, par exemple, mon patronne de la météo, elle utilisait les magnets que j'ai encore au bureau. C'est les magnets pour mettre... voilà, les nuages, des années soleils. 80. C'était la météo et après on fabriquait nous-mêmes nos cartes et puis voilà, et la technologie a évolué, on a eu accès à beaucoup plus de possibilités pour être beaucoup plus précis, pour apporter encore plus de décryptage et puis après il fallait aussi qu'autour de nous il y ait des mentalités qui changent aussi. Voilà. Moi j'adore parler de cette histoire de Miss Météo, parce que pour le coup, c'est très franco-français, et que la météo, elle a été décriée, parce que moi, quand j'ai commencé la météo, il y avait Canal+, et sa Miss Météo, qui se destinait surtout à être comédienne, c'était un happening, mais l'idée de la Miss Météo, ça a été très compliqué, et ça a été difficile à faire évoluer les mentalités dans les rédactions pour faire évoluer notre métier. Donc ça, on l'a vécu. Je ne suis pas la seule à l'avoir vécu. Et donc ça a été un petit peu compliqué parce que le cliché de Miss Météo a vraiment la dent dure. Et la dent dure existe toujours aujourd'hui. Ça y est, toujours sur les réseaux sociaux. C'est très compliqué. Le réseau social. Très impressionnant. Non, mais ça peut être au travail. Oui, bien ça sûr. peut être dans la rue, ça peut être... voilà. Donc, il y a ce côté Miss Météo. Voilà, tu mets une jupe, du gloss et tu lis un prompteur. Bah non, je peux mettre du gloss... Mais je sais de quoi je parle et j'ai pas de prompteur. On n'a pas de prompteur. Non, ça c'est bien. Moi, tu comprends ce qu'on te raconte. Et c'est très. Quand tu as 5 minutes sans prompteur, c'est pas mal. Surtout, c'est impossible à faire une météo avec un prompteur. Enfin, c'est impossible. Alors, je suis avec un prompteur. Jennifer dit le contraire. Et donc, pour revenir sur ce côté Miss Météo, moi je dis maintenant, c'est Madame Météo. Vraiment, je dis, il n'y a pas ce côté de Miss où on fait des concours. Et je dis, vous l'appelez Miss, donc ce sera Madame Météo. Pour ma part, c'est un peu comme toi, une découverte. Je n'étais pas du tout prédestinée à faire ça. Et quand j'étais enfant, c'était quelque chose d'assez incroyable de voir toutes ces personnes qui connaissaient le temps, qui racontaient des histoires, un petit peu de temps, de nuages, de pluie. Il y avait tous ces chiffres. C'est comme ça aussi que j'ai appris toutes les villes, le chaud, le froid. Et finalement, quand je suis arrivée à l'antenne, c'était incroyable. Je découvrais vraiment un univers que je ne connaissais pas, qui était très attirant. Et j'ai suivi une formation avec toi, Nico. Et je me suis rendu compte... Comme beaucoup d'autres. Hein. Et c'est vrai que tu as vraiment transmis ta passion. Et ça, on peut le dire avec les autres présentatrices. Tu nous transmets ta passion. Et on s'est dit, au tout début, quand j'ai commencé, j'avais 22, 23 ans. Et il y a un petit peu ce côté élève où je me suis dit, oh, il faut qu'il soit fier de moi. Il faut vraiment que j'arrive à tout retranscrire comme lui, mais en vulgarisant. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai travail de vulgariser tout un vocabulaire très scientifique. Et j'adore ce que je fais. Alors oui, j'ai le prompteur parce que nous, à M6, c'est vraiment... voilà, c'est comme ça. Ouais, il y a un temps, et puis c'est un temps qu'il faut vraiment respecter. Si on dépasse, il faut toujours recommencer.
Donc ça aussi, c'est un sacré travail. Mais à côté de ça, on a tout un travail d'écriture. Nos cartes ont beaucoup évolué là dernièrement. Donc comme tu dis, c'est important de montrer, il faut que les personnes comprennent ce qu'on raconte. Et aujourd'hui, on a la texture sur nos cartes. Donc ça, c'est hyper important de voir qu'une précipitation, averse, pluie, ça peut être des fois un peu plus intense, un peu moins. Il y a les nuages, il y a la brume, le brouillard. Et je trouve ça très intéressant, j'adore ce qu'on fait. Vraiment. Bah, écoute, c'est magnifique. Oui. C'est le principal. C'est comme ça qu'on... C'est comme ça que le message passe. Hein. Oui. Voilà. Hein, de toute façon, si tu n'étais pas heureuse dans ce que tu fais, ça se verrait. Oui. Et bon, t'aurais peut-être arrêté au bout d'un moment. Au bout de 8 ans, oui. Bon, après, je n'ai pas ce recul comme vous, les vigilances, j'ai toujours connu ça. En 8 ans, effectivement, je me rends compte qu'il y en a de plus en plus. Mais je n'ai pas ce recul d'il y a 10, 15, 20 ans. Ça, je ne peux pas le dire. Mais je m'aperçois qu'en 8 ans, il y a de plus en plus de vigilance. Il y a de plus en plus de phénomènes, on va dire, anormaux, si j'ai envie de dire ça. Mais je n'ai pas ce recul d'il y a 20 ans de me dire, peut-être au niveau du vocabulaire, ce qu'on dit. Par exemple, je me souviens quand j'étais enfant, c'était beaucoup et ce week-end, il fera très chaud, alors que ce n'était pas normal. Hein, il fera très chaud, vous pourrez en profiter. Aujourd'hui, même si je me fais lyncher sur les réseaux, je dis malheureusement, il fera trop chaud ce week-end. Alors c'est un petit peu moins sympa, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas normal. Oui, ce vocabulaire, il y a eu une sorte de polémique l'année dernière parce que comme il faisait toujours trop beau, entre guillemets, c'est-à-dire trop sec, on parlait que de sécheresse, il ne fallait pas dire beau temps. Parce que les agriculteurs, ils avaient besoin d'eau, nous, on était en restriction d'eau, etc. Là, maintenant, on est un peu dans l'inverse. Donc maintenant, en fait, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors ça, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Et c'est un peu les dérives de cela, en fait, si vous voulez, quoi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué des fois. Moi, j'ai jamais eu de problème personnellement avec les réseaux sociaux. Je suis très factuelle et on peut faire passer un message très agréable. C'est vrai que quand on a 3 semaines de pluie et qu'on a une journée de soleil, ça fait quand même plaisir au moral, ça fait plaisir aux gens. Moi, je suis plutôt, pour parler du beau temps, je suis plutôt à dire un temps sec et lumineux. Voilà. Ça veut dire que ça précipite pas. C'est sec, c'est lumineux, ouais, mais c'est factuel parce que je sais cette histoire d'agriculteur, je sais pour la sécheresse dans certaines régions, donc je reste très factuel. Pareil pour les pluies, pareil pour tout type de temps. Donc je suis très factuel justement pour ne blesser personne qui a besoin parfois d'un peu de soleil pour X raisons ou de pluie pour X raisons. Donc moi je suis très factuelle, avec du sourire. Moi j'assume... Moi, j'assume de dire, après des mois et des mois de pluie dans le Pas-de-Calais, retour du soleil, bonne nouvelle, parce que clairement, je pense ils ont besoin de l'entendre. Je pense qu'après 8 mois, plus de 60 litres d'eau au mètre carré à Paris, dès lors qu'on va avoir 4-5 jours de grand soleil, je vais assumer aussi le fait de le dire. Et je dis aussi, bonne nouvelle, il pleut sur les Pyrénées-Orientales. Alors, c'est pas de chance, ça tombe pendant le week-end, mais clairement, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il faut vraiment... Voilà, Des pluies salvatrices qui vont faire du bien pour les sols, évidemment, mais tout ça, on le dit. Après, moi, c'est vrai que comme il y a la partie climat derrière, et quand le sujet est un peu grave, je vais pas non plus en rajouter une couche pour ne pas être anxiogène non plus. Donc, tout ça, c'est une question d'équilibre. Et comme la météo, on a des situations très différentes tous les jours, en fait, on s'adapte, et puis on a chacun adopté un vocabulaire pour ne blesser personne et pour être assez neutre, factuel, mais sans être anxiogène non plus, même si parfois il y a une réalité qui est grave, mais franchement, la météo, elle est souvent derrière les infos. Les infos sont plombantes. Moi, je me mets à la place des gens, on rentre, chacun a ses problèmes, on s'occupe des enfants le soir, on fait à manger, on fait les devoirs, voilà. Et il y a un moment donné, on peut aussi, dans la neutralité, apporter un peu de sourire, une info. Ça n'empêche pas de dire, effectivement, quand il y a quelques gouttes de pluie sur les PO, on dit, des pluies salvatrices du côté des Pyrénées-Orientales. Salvatrices, on comprend ce que ça veut dire, mais on s'adapte, en fait. Vraiment, on s'adapte. Oui, mais là, ce que vous dites, et c'est très, très bien, c'est que vous ciblez. Vous ne dites pas, il fait beau en France. Non, mais en plus, je pense qu'il y a un moment donné, on a été attaqué dans les médias
en disant que voilà, les présentateurs météo, alors personne n'était ciblé nommément. À l'approche du week-end. À l'approche du week-end, on dirait c'est super, on va à la plage ou je sais pas quoi, on va tous aller à la plage, il va faire beau ce week-end. Mais en fait, ça c'est vraiment dans un inconscient collectif, parce que connaissant mes collègues des autres chaînes et mes collègues à France Télévisions, mais ça fait 20 ans qu'on a arrêté d'utiliser ce genre de vocabulaire. En revanche, ce vocabulaire existe sur certaines chaînes, mais à l'étranger. Et ça, c'est vrai, parce que moi, j'ai vu des vidéos de présentatrices météo qui disaient clairement, encore il y a quelques mois, c'est super, on va prendre le maillot de bain. Barbecue ce week-end. Voilà, oui, mais nous, on ne fait plus ça, mais ça fait des années. Mais il y a, voilà, encore c'est des clichés qu'il faut surtout pas... Non, mais c'est vrai qu'on ne le fait plus. Après, on ne va pas non plus, quand il fait, je ne sais pas moi, 25 degrés au mois de février au Pays Basque, et qu'il y a de fait des gens qui vont à la plage et qui en profitent, on ne va pas non plus le cacher. Je veux dire, ce sont des images qui existent. Après, on peut très bien les montrer que les gens, bah oui, se sont baignés, ils ont mangé une glace, ils étaient à la terrasse des cafés, mais qu'on leur dit, oui, mais ça n'est pas normal, c'est ça notre travail. Mais ce n'est pas non plus de cacher ce qui se passe dans le quotidien, en fait. Et parfois, on nous reproche le fait de montrer ces images. Ben oui, mais on ne va pas non plus cacher les gens qui, entre le mois d'avril et le mois de septembre, profitent des terrasses dans les grandes villes, boivent un rosé. Enfin, c'est pas non plus, ça n'a pas d'intérêt en fait. Mais il faut juste leur dire quand c'est anormal, il faut leur dire, voilà, vous en avez profité, mais enfin, on est quand même là pour vous dire que c'était quand même très anormal d'avoir 25 degrés au Pays Basque en ce mois de février. Oui, voilà, c'est des images qui sont accompagnées d'un commentaire adapté à la situation. Oui, voilà, c'est ça. Il faut rester toujours factuel et toujours montrer. Et comme tu as les images, c'est parfait. Donc, non, c'est très bien de... Donc, l'évolution du bulletin météo, mais ce n'est pas que du bulletin. Parce que ça, tu ne fais pas forcément des bulletins quand tu interviens directement pour expliquer un phénomène dans un journal. Tu ne fais pas un bulletin météo sur toute la France, tu expliques un phénomène, etc. On n'a pas le droit. Parce qu'on a déjà fait un bulletin météo, donc en fait, on ne refait pas la météo 10 minutes plus tard. Justement, c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est ça que je veux dire. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est d'intervenir dans les JT. Et les premiers à avoir fait ça, c'était TF1. Je me souviens qu'Evelyne Delia ou Louis Baudin le faisaient à partir des années 2000. Quand le bulletin météo en fait, est passé après le JT, avec les pubs, parce qu'avant, c'était dans le JT, c'était à la fin du JT. Donc, quand il y a vraiment des phénomènes à expliquer, ils interviennent directement dans le JT. Je sais qu'à M6, il n'y a pas si longtemps que ça, Cali est intervenu dans le 1945 pour expliquer un phénomène. Et ça, je trouve ça très intéressant. Parce et nous, on fait ça depuis des années. Sur la 2, sur la 3, sur France Info. On en a fait des parcours. Oui, ça voilà. Et ça, c'est bien. Parce que là, vous apportez vraiment, vous allez sur un point, ciblé sur un point, etc. Et c'est vraiment votre boulot de journaliste météo et de sortir justement de ce cadre de Miss Météo, comme tu expliques très justement. Tu n'es pas là à dire « et demain, il fera beau, et puis là, il fera là, puis il y a... » Non, c'est très très bien justement d'apporter cet esprit technique et de se dire « Ah bah finalement, la Miss, elle a une bonne technique, puis elle comprend, puis on comprend. » Et on sort justement de ce cadre-là. Ça aussi, ça fait partie de l'évolution du bulletin météo. Et puis l'évolution, c'est nous apportons, mais encore, je ne sais pas pour vous à nouveau vous féliciter, mais vous apportez aussi parce que souvent, moi on me dit, tu ne connais pas quelqu'un qui est à tel endroit en Bretagne ou en région Centre-Val de Loire, et là je regarde ma liste et je dis si. Alors souvent c'est la sécheresse, je ne sais pas s'il est là, c'est Serge Jacquat qui intervient souvent chez nous, mais je veux dire, on a comme ça des... Il est où? Ah oui, il est là-bas. Voilà, bon, on l'appelle sans doute trop souvent maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est ça aussi l'intérêt. Il y a nous au niveau national, et puis en fait, moi, j'ai pas la science infuse. Je prétends pas connaître toutes les régions et tous leurs territoires. Et parfois, je me dis, attends, moi, je peux te parler de la situation globale, mais je suis sûr que si tu veux vraiment accentuer sur ce phénomène-là et dans ce territoire, etc. Il y a des gens qui sont très compétents, qui bossent pour Météo Bretagne ou Météo autre, etc. ou Kéronos, ou bref, et du coup, eux aussi vont être là en soutien, et après, c'est un travail commun, en fait, c'est ça aussi. Non, mais c'est vrai que c'est chouette de voir à quel point sont nées un petit peu autour de nous en appui des associations comme Infoclimat, mais en plus, vraiment, le site internet, mais même pour le grand public, c'est tellement riche en infos.
en cartes de radar de pluie, en cartes de frontologie, ou même le site de Guillaume Séché, qui est la mémoire de la météo en France, où on peut retourner en arrière grâce à lui dans les archives du temps. C'est chouette de voir qu'on est entouré de passionnés de météo et qui contribuent quelque part à enrichir effectivement nos interventions. On est bien d'accord, la météo, c'est une passion. Je pense oui. Pour des météorologues comme moi, si on n'est pas passionné, le métier ne se transmet pas forcément si bien que ça. Et donc, comme tout le monde aime la météo, j'espère que vous comprenez, on vous fait aimer également le bulletin météo et que surtout vous comprenez l'évolution du bulletin météo. Donc on va passer à des questions, il nous reste 9 minutes, comme ça laisse du temps. Donc en tant que jeune, on essaye de présenter la météo sur YouTube. Donc on crée les cartes, quand on les crée, on analyse un peu tous les modèles. C'est vraiment des mines d'or d'ailleurs, il y a plein d'informations. Et ensuite, on n'a pas de limite, on peut faire des points de la durée qu'on veut, donc 3 minutes, 7 minutes, 12 minutes. Quand on a le temps ou en loisir. Et parfois même des lives de suivi météo, par exemple lors de la tempête Ciarán ou de cyclones importants. Et justement, je voulais vous poser en question pour savoir est-ce qu'on peut en faire un métier plus tard et comment on peut être présentateur météo à TF1 ou je ne sais où. Donc je vous laisse répondre. Alors un métier plus tard, pas tout de suite en fait. Je plaisante. Moi, je ne sais pas comment vous êtes arrivé à la météo. Moi, on est venu me chercher et faut être journaliste, faut être passionné. Et puis, faut pouvoir aussi essayer de cibler des médias qui proposent ce genre de service, donc à savoir la météo. Mais oui, bien sûr, pourquoi pas. Et puis en plus, c'est vrai qu'avec le changement climatique, c'est un métier qui est amené encore à se développer. Donc... moi, je te souhaite bonne chance parce que, en plus, je sais que vous êtes plusieurs à faire des météos sur YouTube que moi j'ai regardé et c'est assez bluffant. Vous êtes des vrais geeks. Vous maîtrisez la technologie et parfois je me dis mais ils font des trucs aussi bien que nous alors que nous on a des lumières, des caméramans, une régie, enfin il y a tout un truc quand même, tout un barnum autour de vous et de voir ce que vous pouvez donner depuis chez vous et parfois de votre chambre à coucher avec un fond vert, un ordi, je trouve ça assez bluffant et vraiment mais bravo quoi. Bravo. Moi, j'aurais aimé, quand j'étais gamin, j'aurais aimé être à l'ère Internet. Hein. Mais à l'époque, on avait juste les cassettes. Alors, j'enregistrais les bulletins sur cassette. Nico, c'est l'heure des questions. C'est l'heure des questions. C'est l'heure des questions. Non, mais si je peux me permettre, j'aurais voulu être comme... tu as quel âge et tu travailles pour quel média sur YouTube ? Tu as quel âge et tu travailles pour quel média sur YouTube ? Il n'y a pas de média sur YouTube. J'ai 16 ans. Oui, c'est YouTube, mais je veux dire, c'est le nom de ta chaîne. BTV Météo. D'accord. En fait, tu pars déjà avec un avantage par rapport à tous les autres passionnés, c'est-à-dire que tu es en mesure déjà de produire un bulletin météo sur fond vert, que tu peux déjà faire le point in et le point out, et l'exporter, le saver, et du coup, tu peux l'envoyer à n'importe... Enfin, quand tu seras... Tu as quel âge, pardon ? 16 ans. Et quand tu seras un peu plus âgé et tu auras terminé tes études, tu pourras envoyer tous tes bulletins météo à toutes les chaînes. Et comme a priori, tu es excellent, je ne vois pas pourquoi une chaîne refuserait ta candidature. Moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune, moi, je viens d'une petite ville dans le Maine-et-Loire. À la base, je ne me destinais pas du tout à ça. D'ailleurs, j'étais prof d'anglais dans une vie passée. J'avais pas de fond vert, j'avais rien de tout ça, en fait. Alors que toi, tu as tout ça. Donc, en fait, tu pars déjà avec un avantage. Donc, si déjà tu as la passion et que tu sais montrer de quoi tu es capable et que tu as le support pour le montrer, globalement, tu pars déjà avec un avantage sur les autres. Oui, puis moi en plus, j'ai écouté certaines des météos sur YouTube et je trouve que le propos, il est assez juste. Il y a de la recherche journalistique. C'est vrai, hein, il y a à la fois un peu de météo. Je sais qu'il y en a qui faisaient... Il y en a un autre, je ne sais pas s'il est là, qui fait aussi du climat avec le même décor que nous sur France Télévisions. Et il est là ? Non, il n'est pas là.
Et c'est assez bluffant en fait ce que vous faites avec une espèce de fluidité, d'aisance devant la caméra. Donc oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un moyen de se faire remarquer. D'autres questions? Bonjour, j'espère qu'on m'entend. J'avais une autre question, je voulais savoir à peu près dans les bulletins que vous faites, la proportion de comment vous dépendez des prévisions qui sont faites par exemple par Météo France ou autres, ou de vos propres prévisions pour faire vos bulletins. Nous, on travaille avec Météo France, donc globalement, les cartes qui sont diffusées à l'antenne sont les prévisions de Météo France. Après, ce qui peut se passer, moi, je l'ai dit de manière très franche, il y a plein de gens ici que je connais, que je ne connais pas, je connais de nom ou de visage. Je peux m'inspirer, je peux aller épuiser, sans pour autant plagier, mais en tout cas, ce que vous faites, moi, m'aide. Donc, je l'utilise, vos remarques, vos images, etc. Donc, les cartes de prévision sont celles de Météo France. Et après, lorsqu'on revient sur un phénomène, sur un tuba observé à tel endroit, une tornade à tel endroit, des inondations à tel endroit et tout, je vais m'appuyer sur vous qui êtes les témoins locaux de ce qui se passe. Et je vais aussi, bien sûr, c'est le travail de journaliste, croiser les sources, c'est-à-dire m'assurer que les chiffres que vous avancez, ou même moi, je vais le faire moi-même. Allez, si je vois un 80 litres d'eau mètre carré en l'espace de 2 heures à tel endroit, je ne vais pas reprendre la valeur telle quelle. Je vais m'assurer qu'il est bien tombé, je vais aller voir sur la station qu'il est bien tombé cette valeur-là. Mais en tout cas, il y a la mention Météo France, mais il y a aussi tout ce que vous faites et on recoupe tout ça et on arrive à avoir une information ensuite qu'on diffuse. Qu'est-ce qui a applaudi que j'aille le remercier après? C'est quelqu'un que tu as payé, j'imagine. Je t'en remercie. Non, je plaisante. Moi, on ne travaille pas pour la même chaîne, je vous avais remarqué. Mais on s'entend très bien. Alors nous, on avait l'habitude de travailler avec Météo France, mais maintenant on travaille avec Weather Solutions, dont Nicolas fait partie. Et c'est vrai que pour les prévisions météo, on s'appuie vraiment, là je parle vraiment de la prévision météo, on s'appuie sur les prévisionnistes, parce qu'eux, ils ont la technologie que moi, j'ai pas. Et après, c'est vrai comme le dit Marc, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est aussi une source d'inspiration pour nous. Moi, je suis abonnée à plein de choses pour voir des phénomènes météo, que ce soit très localisés en France ou des phénomènes à l'étranger, pour qu'on puisse apporter des explications après dans nos bulletins et pourquoi pas utiliser certaines images. On peut demander aussi à la chaîne de récupérer des images. Mais c'est vrai que, comme le disait Nico tout à l'heure en introduction, c'est vrai que tout ça, c'est un travail d'équipe. Et grâce aux réseaux sociaux, on a aussi accès à plein d'infos que nous, ensuite, on va vérifier derrière et qu'on va développer et pourquoi pas décrypter quand il y a besoin. Oui, merci pour ces réponses. J'avais une question peut-être un peu technique, mais est-ce que vous avez vu une évolution dans les modèles météorologiques, la résolution des modèles, le nombre d'assimilations de données? Est-ce que vous avez perçu une amélioration de la qualité des prévisions ou au contraire même une diminution, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre d'observations qui ont été, d'observations humaines en particulier, qui n'existent plus? Est-ce que sur la durée de votre carrière, vous avez pu voir une évolution dans un sens ou dans un autre dans la qualité de ces prévisions en rapport avec la qualité et la résolution des modèles? Alors, non mais oui, oui, parce que la technologie a évolué, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, comme la technologie évolue, les modèles s'affinent. Il n'empêche pas que certains modèles s'opposent parfois. Et donc, il faut attendre que le temps passe un petit peu pour voir quel modèle se rapproche le plus de la prévision. Puis après, c'est le météorologue qui tranche, quoi. Et après, il y a le météorologue. Je fais les cartes, je recopie pas un modèle, quoi. Sinon, dans ce cas-là, je ne sers plus à rien. On met l'intelligence artificielle par défaut et voilà. Et puis, c'est l'ordinateur qui vous fera un brief. C'est vrai que l'expertise du météorologue est très importante pour trancher, effectivement, quand on se retrouve avec deux modèles météo totalement opposés, un qui dit qu'il va pleuvoir et un qui dit qu'il va faire beau. Bon, il y a un moment donné, dans leur calcul, effectivement, il faut trancher.
Non, mais globalement, les modèles parviennent à faire des choses de plus en plus précises. On arrive maintenant à voir que entre le nord Gironde et le sud Charente-Maritime, voilà, il y a une lame d'eau qui vise du 60-80 litres d'eau mètre carré. Enfin, globalement, on arrive à avoir des choses. Après, c'est sûr que parfois, il y a la plupart des modèles qui montrent que les nuages bas, les modèles sont pas toujours très bons sur les brouillards, la dissipation des nuages bas, des phénomènes de basse couche. Bon, là, et des orages aussi. Et des orages, par exemple, c'est très très difficile à prévoir parce que c'est tellement de paramètres que voilà, les orages, la localité, l'intensité, ça c'est vraiment même parfois 2 heures de temps. Des fois, c'est compliqué de prévoir, quoi. Un orage, tant qu'il ne s'est pas développé, voilà, on ne sait pas où il va éclater. C'est vrai que voilà. Une évidence. Et ça, pour le coup, c'est compliqué. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous voulez voir dans les bulletins météo. Il y a quelque chose que vous aimeriez voir un peu plus ou des choses que vous voulez moins voir? Ok. Par nous. Ok, merci à vous quatre. J'ai juste une petite question à poser à Water Solutions. Vous voyez, dans la salle, il y a des jeunes aussi qui vous suivent. Hein. Et est-ce que vous avez, je sais que vous travaillez avec Météo France, est-ce que Water Solutions a aussi un regard sur les autres météos au niveau de l'Europe? Est-ce que vous avez un regard sur le météo où vous communiquez, où vous échangez avec notre météo Europe? C'est-à-dire que nous, on travaille donc avec une entreprise privée qui n'est pas du tout Météo France. On travaille avec tous les modèles météorologiques qui sont à disposition, hein, qu'ils soient français, allemands, anglais ou américains. Et au sein de notre entreprise, on a notre propre intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on fait travailler un serveur qui nous permet de travailler point par point. Donc on travaille dans notre société, on travaille avec les Allemands et les Hollandais. Donc de toute façon, on travaille avec un consortium plutôt européen. Mais moi, quand je travaille pour les médias, par exemple pour France Télé ou M6, c'est moi qui tranche pour faire les prévisions météorologiques. Je n'attends pas l'aval de mes autres collègues qui travaillent, par exemple, à l'étranger. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Bonjour. Désolé. Nicolas, t'as mal à l'épaule. Moi, je voudrais rassurer Nicolas sur un sujet d'éducation et puis répondre à Myriam. Sur le sujet d'éducation, je voudrais rapporter le témoignage de David, qui est intervenu tout à l'heure pour nous présenter le thème précédent. Il anime actuellement un stand au rez-de-chaussée et hier, ils ont reçu des scolaires et ils ont eu un grand succès auprès des primaires et des collégiens. Et alors, je ne sais pas, donc ça va un peu pas dans le sens de ce que tu disais à propos de ta fille, mais il était étonné, agréablement étonné que les enfants sont sensibilisés et s'intéressent vraiment au sujet du climat, de la météo et de l'environnement. Et c'était plutôt très positif et vraiment un bon signe. On est bien d'accord, mais c'est vrai qu'il faut aller, par exemple, dans des forums, des associations. C'est pas directement à l'école. C'est ça que je reproche, en fait. Tout à fait. Ça peut dépendre aussi de la sensibilisation de l'enseignant et de l'établissement. Parce qu'il y a des délégués éco maintenant dans les écoles, mais ça, c'est sur le volontariat des élèves. Voilà. Et la France n'est pas Paris, hein. C'est-à-dire que dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, il y a cette sensibilisation. C'est peut-être plus compliqué dans les zones rurales aussi. Alors pour répondre à Myriam sur ce qui est intéressant et ce qui n'est pas intéressant, moi, ce que je trouve pas très intéressant, c'est les images choc qui tournent en boucle lors d'un reportage sur des inondations où on voit 3 fois la même image. On dirait qu'il y a eu 5 minutes de caméra alors que les reporters ont tourné pendant une journée entière. Et par contre, j'apprécie les infographies très pédagogiques qui nous expliquent les phénomènes météo parce qu'on n'est pas tous au même niveau sur le sujet. Et donc, effectivement, plus de pédagogie et moins d'images effectivement, c'est de la sensibilisation du grand public parce que c'est parfois malheureux, parce que c'est des drames sociaux et familiaux. Mais alors, quand on voit 3 fois la même image, voilà, dommage, quoi. Mais merci pour ce que vous faites en tout cas et du message et de la pédagogie que vous faites à chaque bulletin météo, tous et tous. Merci.
Et juste le dernier, parce qu'il a levé la main 3 fois, il n'a pas été interrogé. Je dénonce. Excusez-moi, j'ai déjà posé beaucoup de questions aujourd'hui. Mais juste pour revenir sur l'incertitude et comment communiquer sur l'incertitude, parce que vous dites il faut trancher. Il y a certains risques, par exemple, un événement Sevenol. Peut-être il y a un modèle qui montre un grand risque, mais le modèle dominant ne le montre pas. Ou si on parle d'un ouragan qui peut passer dans 3 jours à 150 km de Guadeloupe ou à 20 km. Comment est-ce que vous communiquez sur le désaccord entre les modèles et l'incertitude qui reste quand même dans les modèles? Alors pour le coup, là, ce qui peut se passer en Guadeloupe et le phénomène Sevenol, je crois que la fiabilité, ça ne va pas être la même. Hein. C'est un peu plus précis. Hein. Quand il y a un cyclone qui passe, on connaît à peu près la trajectoire. Mais de toute façon, quand on a un doute, moi, on le dit. Je ne sais pas si vous faites, mais moi, je le dis à l'antenne. L'indice de confiance est faible, on en reparle demain. En plus, si on sait qu'on a une visibilité sur un phénomène Sevenol 5 jours avant, on peut en parler 5 jours avant. Et puis, au fil des jours, on va affiner notre discours. Mais déjà, 5 jours avant, on peut prévenir la population à la voix. Parce qu'en fait, les présentateurs météo, il faut les écouter parce qu'on dit aussi des choses qu'on ne voit pas spécialement sur les cartes. Et donc nous, dans la voix, on va nuancer ce qu'on voit sur les cartes. Et on apporte des fois des infos supplémentaires. Et au fil des jours, voilà, on va nuancer notre propos. Et si l'indice de confiance est bon, on fonce. Et si l'indice de confiance est faible, on le dit. Mais ça, nous, on échange en fait avec nos prévisionnistes. Et on se dit, mais Corse, avec l'orage qu'il y avait eu. Il y avait un seul modèle qui le montrait, par exemple. Pour l'orage qu'il y avait eu au-dessus de la mer. Oui, exactement. Ouais. Il était au-dessus de la mer et à un moment donné, cet orage s'est développé en ville. Ouais. Et nous, on avait en plus déjà enregistré. C'est le problème. Nous, on est différents. Marc peut plus réagir heure par heure sur BFM. Nous, on a des contraintes horaires où on est obligé en avance, mais bon. Mais on a appris du derecho en Corse. Hein. C'est juste après qu'on a commencé à lancer le FR Alerte parce que on le voyait en mer. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais en direct, c'était très tôt le matin. Je disais à mes collègues, je disais Météo France, non, pour l'instant, il n'y a rien. Mais j'aime pas trop du tout la structure de la ligne là en mer et ça va taper la Corse et ça va pas être sympa. Et on l'a vu après le lourd bilan. Mais sur ce que vous avez dit, on n'est pas obligé de trancher. Hein. On n'est pas obligé de dire rouge ou blanc, en fait. On peut aussi donner 2 scénarios, parce que c'est sûr, on parle d'indice de confiance lorsqu'on fait de la prévision à long terme, mais lorsqu'on parle d'un cyclone sur la Réunion, en effet, il y a un cône avec une incertitude sur le point d'impact. Lorsqu'on parle d'un épisode Sevenol, un modèle va donner 150 litres, l'autre va en donner 300. On n'est pas obligé de dire que ça va être ça. On peut aussi présenter 2 scénarios téléspectateurs et lui dire, franchement, on ne sait pas trop, on vous présente les 2 scénarios, mais en tout cas, restez prudents parce que dans les 2 cas, ça peut avoir des conséquences. Voilà. On n'est pas obligé de donner une valeur chiffrée. On peut donner. D'ailleurs, Météo France travaille souvent avec des échelles. Hein, il va tomber entre 150. Alors parfois, on passe du simple au double, mais c'est là aussi pour dire que on peut pas être bon sur tous les coups et que parfois il y a une zone d'incertitude et on le dit en fait. Il n'y a pas de honte, hein, la météo n'est pas une science exacte et on le dit franchement quand on ne sait pas. C'est ça la météo, il y a de l'incertitude, mais les prévisions s'améliorent. Et quand on se plante, on le dit aussi le lendemain. Ça c'est arrive, important. Hein. C'est important, oui. Lorsqu'on prévoit une belle journée ensoleillée et que finalement il a fait gré toute la journée, voilà. Voilà, merci beaucoup pour vos questions.